Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment développer un petit chatbot en console. Assez rapidement, ça devrait prendre quelques minutes grâce à l'utilisation d'une API d'intelligence artificielle. Donc le but, ce sera juste de coder la logique d'affichage et l'appel HTTP à l'API pour obtenir la réponse de l'IA. Donc petite démo pour commencer. C'est vraiment une application console simple avec une entrée utilisateur. Petit exemple ici, par exemple. Donc, il y a l'affichage d'un petit loader. Donc, on prend en compte la requête de l'utilisateur, on envoie ça à l'API et ensuite on affiche la réponse. Donc, en attendant la réponse, on va commencer à coder. Donc là, on a eu la réponse. Donc voilà, là, l'IA a répondu. Donc là, elle a répondu en anglais parce que j'utilise une IA qui est gratuite et elle n'est pas forcément toujours pertinente. Normalement, elle répond bien, mais c'est pas la meilleure à utiliser. Mais je vais vous donner ensuite d'autres IA que vous pouvez utiliser qui sont aussi gratuites et comme Mistral, qui sont un peu plus performantes. Et il y en a d'autres aussi évidemment comme GPT ou Claude qui sont par contre payantes mais qui ont de meilleurs résultats. Donc du coup on va commencer. Alors dans Visual Studio on crée un nouveau projet. Donc ça va être une application console. Ça va être suffisant pour cet exemple et ce sera du .NET Core. Donc je vais chercher console. Voilà. Donc ici je ne vais pas me formaliser sur les noms, mais vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Donc ce sera .NET 6. C'est en train de créer le projet. Donc en attendant, je vais vous montrer l'IA qui va être utilisée. Donc on va utiliser Icalas. Vous pouvez vous rendre sur cette URL. Donc il faut s'inscrire, l'inscription est gratuite. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez ici. Alors pensez à activer le mode dev parce que sinon vous n'allez pas voir tout ce que je vais vous montrer, puisque en fait l'application, la plateforme Icalas est utilisée par des utilisateurs qui sont pas forcément dev. Et pour les utilisateurs non dev, on n'affiche pas toutes les informations d'API comme ici. Donc si vous voulez voir cette partie, il faut activer le mode dev une fois que vous êtes inscrit. Ensuite, on va récupérer le code pour interagir avec cette API. Ici sur cette page, vous avez une interface que vous pouvez tester pour vérifier que tout est OK ou pour tester vos prompts ou vos modèles. Donc je vais lancer un petit test maintenant aussi en parallèle pour montrer comment ça peut être utilisé. Mais après, évidemment, c'est d'utiliser ça dans votre code. Donc, alors, est-ce que le projet Visual Studio a été créé? Là, je le cherche, je le trouve pas. Donc, en attendant, je vais lancer un test ici. Donc, j'ai fait une vidéo complète pour présenter cette API que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je pourrais vous mettre le lien en description. Donc là, je détaille vraiment à fond l'intérêt et l'utilisation de cette API. Mais l'idée, c'est vraiment simplement d'avoir un prompt, sélectionner un ou plusieurs modèles pour avoir la réponse. Donc au niveau des modèles, vous avez ici des modèles en template. Donc donc ces deux-là sont gratuits. Sinon, vous avez OpenAI et Claude qui sont présents, qui sont vraiment performants, mais qui sont payants. Donc pour l'exemple, j'ai utilisé un qui est gratuit. Voilà, il est ici. Donc, je vais utiliser par exemple
un truc simple. Alors le champ système, j'en parle dans l'autre vidéo, mais rapidement, si vous laissez ça comme ça, en gros, c'est juste pour donner des instructions de contexte à l'IA pour qu'elle interprète bien votre prompt. Donc là, si il n'y a pas un contexte particulier, vous pouvez juste laisser ça, puis elle va s'arranger toute seule. Mais sinon, si par exemple vous voulez un retour en JSON, bah, vous pouvez le mettre ici. Si vous voulez un retour en XML ou HTML dans, dans le résultat qui vous est envoyé, vous pouvez l'indiquer dans le système. Si vous voulez ajouter d'autres informations générales, vous pouvez le faire aussi. Ça dépend aussi comment votre application va se comporter. Si c'est vous qui avez la maîtrise totale du prompt que vous allez envoyer à l'IA, donc là, toutes ces informations, vous pouvez les mettre ici. Mais si vous voulez mettre à disposition un prompt à vos utilisateurs et vous savez pas d'avance qu'est-ce qu'ils vont rentrer, vous pouvez utiliser le champ système parce que celui-là, vous ne le laisserez pas libre pour les utilisateurs. Donc vous pourrez le définir ici tout le contexte de votre application par exemple, ou toutes les informations qui sont nécessaires. Et ensuite, l'utilisateur, lui, il aura un prompt qui sera vide et pourra faire ce qu'il veut. Donc là, l'IA aura à la fois le champ système que vous aurez défini et le champ prompt de vos utilisateurs. Mais comme je vous l'ai dit, pour faire simple, vous pouvez laisser ça comme ça. Donc là, je vais mettre Mistral et je clique sur valider. En attendant, je vais relancer Visual Studio. Voilà. Donc ici, l'IA nous a répondu une réponse en JSON puisque c'est une API. Donc on a ici le contenu de la réponse. Le contenu est dans un tableau qu'on a ici puisque on peut avoir vous pouvez interroger plusieurs modèles à la fois. Dans cet exemple, on va en utiliser juste un. Et donc, dans le premier élément du tableau, c'est la réponse avec le modèle qui a été choisi et le contenu de la réponse est ici. Alors ici, je vais créer un nouveau projet. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure. Donc ici, je sélectionne console. Et voilà, next. Donc je crée mon projet Visual Studio console. Donc, alors ici, pour récupérer l'interaction avec l'API de l'IA, vous pouvez en fait utiliser un petit raccourci. Donc, si vous utilisez Postman, vous allez dans Postman. Alors, avant ça, vous allez ici, dans curl. Donc, l'API, vu que c'est un appel HTTP, ça peut être fait dans n'importe quel langage, n'importe quelle plateforme. Ici, on parle de .NET, mais ça peut être fait dans Node.js. Dans Node.js, on a une lib qui existe déjà prédéfinie qui vous permet de faire vos appels sans passer par tout le code de gestion d'une requête HTTP. Mais sinon, pour .NET, vous pouvez utiliser alors cette requête curl que vous copiez. Et ensuite, vous allez dans Postman. Là, vous faites import. Donc ici, j'ai mon Visual Studio qui est ici. Donc, je vais le préparer. Donc voilà, dans collection, vous faites import. Et vous collez la requête curl que vous avez copiée tout à l'heure. Et normalement, ça va être importé dans Postman. Donc là, on va pouvoir tester à nouveau la requête d'API. On l'a déjà testé dans Icalas. Là, on va la tester encore une fois dans Postman, vérifier que tout est OK. Et une fois que ce sera fait, on va l'implémenter dans notre code .NET.
Donc voilà, elle est là. Donc je vérifie ici le body. Donc le body, on a le champ système, on a le prompt, on a le modèle. Donc là, on n'a pas de modèle qui est prédéfini ici, on doit le rajouter. Donc pour aller le chercher, vous pouvez voir tous les modèles qui sont ici. Donc là, je vais juste copier-coller celui-là. Et le prompt, on va reprendre le même prompt pour l'exemple. Et on va lancer. Alors, dans la requête curl qu'on a importée, on a d'autres champs qui sont pré-remplis. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait en détail pour voir un peu tous les champs qui sont importés. Donc là, on va envoyer ça pour tester. Et en attendant, on va commencer notre code. Donc on va utiliser une classe qu'on va appeler chatbot. Et avec une méthode principale main qui va être le point d'entrée de notre application. Donc pour commencer, on va faire juste un console. Moi j'aime bien tester au tout début pour vérifier qu'on est bien seté, que tout est bien configuré, qu'il n'y a pas de problème. Un petit test rapide. Donc là on a bien notre message. Donc tout est OK, on va pouvoir continuer. Donc ici, Postman nous a répondu avec la requête d'API. Donc là, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que grâce à Postman, on peut récupérer le code qui va pouvoir interagir avec l'API. Et on n'a pas besoin de le coder tout seul. Postman nous le donne, donc on va juste copier ça. Et on va le mettre ici. Donc pour faire un test rapide, donc là on a ici, donc reste client. Donc là il ne le trouve pas parce que ça utilise le package rest sharp qui n'est pas installé normalement. Donc effectivement, donc là c'est bien rest sharp, donc on va l'installer avec NuGet. Donc rapidement, on va rechercher le package. Donc ce package en fait c'est un package qui permet d'interagir, de créer des requêtes HTTP. Rest sharp. Donc si vous n'avez pas l'habitude avec NuGet, faites attention au niveau des librairies que vous allez installer. Un check important, c'est le nombre de téléchargements. Ici, on voit qu'on a 312 millions. Donc, ça donne un bon indice sur le fait que c'est bien cette librairie. En général, si elle est téléchargée autant de fois, c'est que c'est la librairie officielle. Et on a ici une petite icône de validation qui prouve que c'est certifié, que c'est pas n'importe quelle lib comme d'autres. Donc là, tout est OK. Vous pouvez checker la version aussi. Donc dans notre exemple, n'importe quelle version récente devrait fonctionner. Mais des fois, si vous êtes sur des cas spécifiques, la version est importante. On installe ça. OK. Là, normalement, c'est installé. Je reviens ici. Donc je mets mon curseur sur l'erreur. Et normalement, on devrait me proposer d'utiliser la lib puisque je viens d'installer. Donc là, tout est OK. Alors ici, je ne sais pas pourquoi c'est pas reconnu cette option. C'est possiblement Postman qui a fait une erreur en générant le code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'enlever. Alors ici, on a l'URL de base. Ici, on a l'URL de l'API avec une méthode post. Ici, c'est votre clé d'API. Alors, j'ai fait sur l'autre vidéo, j'explique un peu plus en détail, mais rapidement, si vous voulez la retrouver, elle est pour toutes vos clés d'API, c'est dans API case, et là, vous pouvez en créer et vous pouvez en supprimer. Et normalement, une fois que vous en avez créé une et qu'elle est active, vous pouvez utiliser n'importe laquelle dans votre code.
Donc par exemple, vous voulez créer une qui sera pour les tests, une que vous voulez partager avec d'autres personnes, comme vous voulez. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Ici, c'est le body. Donc là, on a notre prompt et on a le modèle et on a un console. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça pour vérifier que tout est OK. On va vérifier que notre appel API fonctionne. Je pense que c'est une étape qui peut être utile avant de passer à la suite, parce que si ça fonctionne pas à ce niveau, ben, ça sert à rien de continuer. Donc là, du coup, on teste pour la troisième fois l'API. La première fois, on l'a testé dans Icalas. La deuxième fois, on l'a testé dans Postman. Et là, on la teste directement depuis notre code. Donc, l'appel API fonctionne. On a bien notre réponse en JSON. Donc là, on va pouvoir continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à arranger tout ce code. Donc, déjà, on va faire une boucle, puisqu'il y aura à chaque fois une demande de l'utilisateur et une réponse. Donc, tant que la boucle est vraie, on va être dans ce code, dans cette logique. Donc ici, on demande à l'utilisateur de rentrer sa requête. On va récupérer sa demande dans une variable qu'on va appeler user_input. Ensuite, on fait une petite vérification sur l'input de l'utilisateur. Donc si c'est nul ou vide, on va juste lui dire fais attention, t'as rien marqué, sinon ça sert à rien d'envoyer une demande à l'API si on n'a aucune entrée. Je vais écrire en français. Donc ici ensuite on va traiter sa demande. Donc là normalement c'est pas nul et c'est pas vide. Donc on peut continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une réponse avec l'API. On va créer une méthode qui va s'appeler getIPResponse avec le champ du user. Et ensuite on va afficher la réponse dans une autre méthode. Donc pour faire ça tout propre, on va utiliser plusieurs méthodes. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on aura le code de l'API. Donc tout ça, ça va aller là-dedans. Ce qu'on peut faire, on va utiliser Visual Studio pour générer la méthode. Et on va générer aussi le print. Donc dans l'API, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, donc on va mettre ici tout le code de tout à l'heure. Donc on va récupérer ça, on va le mettre là. Donc user input est ici. Ce qu'on va faire, c'est que donc pour body, on va utiliser une autre variable un peu plus propre, puisque ici on a juste une grosse chaîne de caractères. Donc on va profiter que ça soit du JSON pour faire ça avec un objet. Donc système, on va récupérer ça. Le prompt, ce sera user input, donc c'est ce que va utiliser, c'est ce que va entrer l'utilisateur. Et le modèle, donc ça va être le modèle qu'on a mis ici, Mistral.
ça c'est bon, on va enlever ça. Donc ici, on a notre request. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce body à la request. Et ensuite, on va récupérer la réponse. Ce sera une réponse REST. Donc ensuite, là, c'est tout le code de traitement, de gestion de la réponse avec REST Sharp. Donc on récupère notre réponse qui va être du JSON. Donc, notre réponse ici. Ici, je pense qu'il y a un petit aménagement. Donc là, on va utiliser le package Newtonsoft pour traiter le JSON. Donc là, il n'est pas installé. Donc là, on a un petit raccourci sans aller dans le gestionnaire de Nugget. On va utiliser le raccourci qui est offert par Visual Studio. Et on va installer la dernière version. Donc c'est installé. Ensuite, comme on l'a vu dans Postman tout à l'heure, c'est ça qu'on reçoit de l'API en JSON. Donc ce qu'il y a dans JSON Response, c'est ce qu'on voit ici. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est le contenu que l'IA a renvoyé. Alors on va le récupérer comme ça, on va appeler ça message content. Donc on va aller dans le champ result, c'est celui-là. On récupère les choices. Donc c'est un tableau. Donc, normalement, la réponse est toujours dans le premier élément du tableau. Donc message est ici, content est ici. C'est pour ça qu'on a message et content. Et on met ça en string puisqu'on va l'afficher dans la console. Et on le renvoie. Donc ici, on a fait juste une petite vérification si on a une réponse qui a fonctionné. Donc là, en général, dans Postman, par exemple, c'est un code 200. Si on est dans un cas différent, on va juste afficher une erreur. Et en fait, pour être complètement carré, on va afficher le contenu de l'erreur. Dans quel cas vous pourriez avoir une erreur? C'est par exemple si vous oubliez de mettre un modèle, par exemple. Si j'enlève ça ici, je fais juste un système, un prompt, je fais send. Donc là, on a une erreur. Donc on a un code 400. Donc tout à l'heure, on avait 200. Et ici, on voit que c'est false ici, qu'on n'a pas de contenu puisqu'on a oublié de mettre le modèle. Donc ça, du coup, on peut l'enlever puisqu'on a refactoré. Donc maintenant, get API response, ça envoie là le contenu qui est de l'IA. Donc on a bien ici
notre réponse. On va rajouter le loading après, c'est pour ça que je l'ai appelé avec loading. Donc, pour afficher la réponse, on va aller là. Ce sera juste en fait console write. Pour faire joli, on va juste rajouter des petits trucs comme des petites lignes. Du coup, on a terminé. Donc on rentre bien ici dans le point d'entrée, ça va être cette ligne. Donc un petit welcome. Ensuite, on rentre dans la boucle. À chaque fois, on demande à l'utilisateur de mettre son message ici. Donc on le récupère, on fait un petit traitement pour vérifier que c'est correct. Et ensuite, on envoie ça à l'API. L'API nous répond, on affiche la réponse. Et dans l'API, c'est en gros ce qu'on a vu dans Postman, qu'on a refactoré un peu pour avoir un objet body un peu plus lisible. Et ici, au lieu d'afficher le JSON tout à l'heure dans la console, on affiche directement le bon contenu. Donc si on lance ça pour tester, donc pour l'instant c'est à peu près similaire à ce qu'on a vu au tout début de la vidéo. On n'a pas de loading pour le moment. Donc on a bien eu la réponse de l'IA. Donc c'est tout ce qu'on vient de faire. Donc là, c'est fini en fait à 90%. Le seul truc qui manque, c'est le loading. Donc ça, c'est juste un petit effet visuel. Mais sinon, vous avez toute la logique qui est ici. Alors, important pour monitorer et débugger tout ça, vous avez dans votre dashboard, dans la partie log, vous allez voir toutes vos requêtes qui sont passées. Donc là, par exemple, ce que je viens d'envoyer comme demande avec la biographie de Chirac, c'est cette ligne. Donc si je clique ici, je devrais retrouver ma demande. Donc là, effectivement, biographie de Chirac. Ça, c'est mon user ID. Et ici, on a le résultat. Tout à l'heure, dans Postman, j'avais fait un petit test en mettant un body sans modèle. Et ici, on a bien le message d'erreur ici. Donc ça peut être intéressant pour dans vos tests pour vérifier que votre code envoie bien des requêtes à l'API d'Icalas pour avoir vos résultats. Et pour finir, alors on va finir de façon un peu spéciale. Plutôt que coder le reste avec le loading comme je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement l'IA pour nous aider. Alors, Icalas vous offre une petite application assez sympathique. Vous pouvez poser vos questions et l'IA vous renvoie du code ou des renseignements sur votre code. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'IA de me coder le petit loading qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais juste copier tout ça, je le mets ici dans code et je dis euh, affiche un loading. Donc voilà, juste ça. Et normalement, ce que l'IA va faire, c'est qu'elle va me retourner un code. Donc l'idée, c'est de se faciliter la vie, c'est de vous donner aussi un exemple d'utilisation de l'IA dans le développement. Alors si c'est sûr que si vous êtes au début de votre carrière ou pendant vos études, ben, c'est peut-être moins intéressant parce que ça va vous empêcher en fait d'apprendre à coder. Mais si c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé, vous voulez juste être plus rapide, plus productif, vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à générer du code. Mais sinon, je le montre ici pour voir un peu un exemple d'utilisation. Donc là, on attend le résultat. Donc, l'IA nous a répondu. Donc là, elle propose d'utiliser cette méthode, ce qu'on va faire, on la copie.
On l'ajoute ici. Donc on vérifie quand même rapidement que ça fonctionne bien. Donc là je ne l'ai pas collé dans la classe. Ok, voilà, donc quand même une petite vérification pour voir que c'est pas n'importe quoi. Donc là c'est des petits symboles pour montrer le processus de chargement. Ici on affiche le message processing, mais ça on n'a pas besoin, on peut l'enlever. Donc ça devrait être bon. Si on revient ici, elle nous offre une nouvelle version de la méthode getAPIResponse. Donc ce qu'on va faire, on va copier. Et on va aller remplacer la précédente méthode qui est ici. Donc on vérifie qu'on a toujours notre appel API comme on l'a fait tout à l'heure, qui n'a pas changé. Donc c'est juste le code de traitement du login qui est apparu. Donc si on relance ça, on a bien notre petit loader qui s'affiche. Donc l'IA a bien fait son travail. Elle nous a renvoyé un code qui fonctionne et on a toujours le code fonctionnel de l'appel API. Dernière petite vérification dans le dashboard. On a eu notre appel ici. J'avais mis USA que je retrouve bien ici. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter sur YouTube ou Twitter ou par email ou le formulaire de contact sur le site Icalas si vous avez besoin d'informations sur l'utilisation de cette API. Merci encore, bonne journée.